Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Bonjour Jean-Michel Frodon. Bonjour. Vous êtes l'un des commissaires de l'exposition Chris Marker, ici à la Cinémathèque française. Et j'ai remarqué qu'en entrant dans l'exposition, on traverse la reproduction de l'atelier de Chris Marker. Est-ce que ce n'est pas finalement la meilleure définition du personnage, cette espèce de chose foutraque avec des caméras, des livres, des objets, des gadgets, des instruments de musique? Cet homme touche à tout, est-ce que ce n'est pas la meilleure image de lui, ça? C'est en tout cas un des portraits possibles de Chris Marker, homme qui par ailleurs ne voulait pas être photographié et a laissé très peu d'images de lui, et qui représente à la fois la quantité, la profusion, la diversité de ses sujets d'intérêt, de son activité, de ce qu'il a fait, le fait que c'est allé toujours dans beaucoup de directions. En même temps que nous voyons ces images, on entend la voix de Florence Delay qui, elle, énonce qu'il a été photographe, écrivain, musicien, cinéaste, informaticien, artiste vidéo, voyageur, cinéaste engagé avec une dimension politique importante, etc. Et ça, c'est plus long que ce que je dis là. Et donc, ce sont deux manières de dire tout de suite aux visiteurs de l'exposition: nous sommes ici pour voir un cinéaste, on est à la Cinémathèque française, mais qui a aussi beaucoup d'autres choses, qu'il a effectivement été, on peut dire, toute sa vie, puisqu'il a été actif du milieu des années 40 au début des années 2010. Alors lui-même est un personnage particulier, Chris Marker est un pseudonyme, il s'est inventé des personnages tout au long de sa carrière et de sa vie, il a multiplié les techniques pour faire le récit du monde. Est-ce que c'est ça qui... Enfin, comment est-ce qu'on fait quand on est commissaire d'exposition pour essayer de trouver un fil rouge? Vous les avez appelés ça les 7 vies de Chris Marker. C'est cette multiplicité qui vous a servi de guide? Alors, nous avons essayé à la fois de prendre en charge cette diversité, cette multiplicité, cette richesse extraordinaire tout au long de sa vie, qui était d'abord sa propre curiosité pour le monde sous tous ses aspects, et puis sa capacité à en rendre compte par des moyens extrêmement variés, tout en restant clair et lisible, y compris pour des gens qui ne connaissent pas ou peu le travail de Marker. Donc dans l'exposition, il y a un fil chronologique, très clairement. En même temps, l'exposition fait une boucle, ce qui a un rapport direct avec quelqu'un qui a beaucoup réfléchi au voyage dans le temps, au retour. Son film le plus célèbre, La Jetée, est l'histoire de quelqu'un qui retrouve son enfance au moment de sa mort, et c'est un film qui fait un cercle. À l'intérieur de cette exposition, par grands thèmes et par chronologie, nous avons voulu faire exister et mettre en relation tous les moyens d'expression auxquels il a recouru, en montrant en même temps cette diversité et l'extraordinaire cohérence de ce parcours. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais renié, c'est quelqu'un qui a toujours inventé de nouvelles façons d'avancer dans la même direction. Alors c'est un homme de gauche, un homme engagé, et très vite il s'engage dans la résistance, et puis ensuite dans l'armée, enfin dans une unité française qui combat avec l'armée américaine, puis il rêve de devenir écrivain, il écrit un roman, enfin, et là commence un parcours qui ne s'est jamais séparé des luttes de son temps. C'est un homme de gauche assumé, mais qui a toujours cherché des formes qui ne soient pas des formes trop, comment dire, sérieuses et pas le mot, mais peut-être trop solennelles ou avec un esprit de sérieux. Et ça, vous le montrez bien. Alors, c'est un homme engagé mais qui n'a jamais été encarté, qui n'a jamais fait partie d'un parti, justement, mais qui a fait partie d'une seule organisation à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après la Résistance et dans le droit fil de la Résistance, qui s'appelle Peuple et Culture, et avec laquelle il a beaucoup travaillé avec les différents moyens artistiques dans l'idée d'une modification de la société. C'est ensuite quelqu'un qui va chercher à raconter et à soutenir les mouvements de libération, aussi bien dans le contexte anticolonialiste de toute la période qui commence, les années 50, 60 et 70, que les mouvements ouvriers, les mouvements syndicaux, les mouvements d'éducation populaire, des formes extrêmement variables. Ça passe par les œuvres, c'est son travail d'écrivain, son travail de cinéaste, son travail de photographe. Ça passera aussi à un moment
par des actions anonymes, soit en participant, voire en initiant des œuvres collectives qu'il ne signe pas, soit en créant une société de production et de distribution, qui s'appellera Sloan d'abord, puis maintenant Iskra. Tout ça, ce sont des façons toujours renouvelées de réinventer les formes de son engagement en phase avec son temps. Et toujours avec une esthétique alors qui n'est pas, qui emprunte aussi aux comics et vraiment à son temps. Je crois que Régis Debray le qualifiait d'américanophile, d'anti-impérialiste le plus américanophile de son temps. Vous trouvez que c'est une bonne définition ? C'est en tout cas assez proche de cette relation. Marker a été toujours sensible à la culture populaire, en particulier venue des États-Unis, pas seulement, aux bandes dessinées, aux dessins animés, au cinéma d'action, au cinéma de genre, tout autant qu'aux grandes œuvres du cinéma plus classique. Il a consacré un film à Tarkovsky et un autre à Kurosawa, et il a beaucoup parlé de Nagisa Oshima, donc ça va dans beaucoup de directions. Il a évidemment travaillé avec Alain Resnais, mais il y a, et c'était un homme extrêmement cultivé, y compris de ce qu'on appelle la haute culture, en même temps qu'il avait une passion pour les bandes dessinées, en particulier la BD américaine, et pour une dimension joyeuse, ludique, inventive, dont évidemment le chat Guillaume en Égypte va devenir la figure la plus connue et la plus repérable à juste titre, mais qui en fait court tout au long de son œuvre sous de multiples formes. C'était quelqu'un qui avait le sens de la formule, le sens du jeu de mots, le sens du clin d'œil. C'était un génie du montage, c'est-à-dire de l'association qui peut être celle... Il y a un rapport avec le surréalisme là-dedans. Le surréalisme est très important, et la rencontre du parapluie et de la machine à coudre sur une table de dissection, c'est du montage. Et c'est en particulier celui de Chris Marker. Alors vous l'avez dit, son engagement politique révolutionnaire, on va dire, en tout cas pro-révolutionnaire, il est aussi esthétique, c'est-à-dire que quelle est la part révolutionnaire dans l'invention de Chris Marker? Qu'est-ce qu'il a vraiment bouleversé dans le cinéma d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a inventé? Qu'est-ce qu'il a retourné qui aujourd'hui est indépassable, par exemple? Alors, un des apports essentiels de Chris Marker, c'est la relation texte-image. C'est la relation parole entre ce qu'on entend et ce qu'on voit dans les films en particulier, pas seulement parce que comme éditeur aussi et comme photographe, il va faire jouer ensemble les textes et les images dans les livres qu'il va soit écrire lui-même, soit publier, puisqu'il a été à la fois écrivain et éditeur, mais bien sûr surtout dans les films où là il va inventer des formes de circulation entre les mots et les images pour nous faire réfléchir, pour interroger y compris son propre regard au moment où il voit les choses et où il les filme. C'est l'exemple célèbre du film Lettres de Sibérie, où il donne 3 commentaires différents des mêmes images pour montrer combien c'est pas parce qu'on a filmé quelque chose qu'on sait ce qu'on est en train de voir. Et puis surtout, ce qu'on va trouver de plus en plus dans son travail, c'est-à-dire des retours a posteriori sur ce qu'il avait filmé. Une autre phrase importante chez Marker, c'est « on ne sait jamais ce qu'on filme », ou revoyant des images où il avait cru voir et montrer quelque chose, 10 ans, 15 ans après, il dit « en fait, il y avait autre chose dans mes images, je ne le savais pas avant ». Ça ne veut pas dire qu'après on sait mieux, c'est-à-dire qu'après on sait autre chose et que ça déplace le regard et qu'il faut rester au travail en inquiétude, en critique par rapport à ce qu'on fait, lui qui les fait et nous qui les regardons et qui les entendons. C'est des leçons qui semblent un peu oubliées dans la profusion d'images qui sont supposément évidentes aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si elles sont oubliées, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en a encore plus besoin d'une certaine manière. Il y a aujourd'hui des gens qui mettent en jeu. Marker a beaucoup influencé notamment le cinéma documentaire, où beaucoup de gens qui ont réfléchi à ce statut de ce qu'on appelle le commentaire, mais qui est dans son cas vraiment à la fois une œuvre en soi, une œuvre littéraire, une œuvre d'écriture, même si elle est dite par des acteurs, presque toujours, et en même temps qui est un jeu, et avec tous les sens du mot jeu, y compris le fait qu'on joue, qu'on s'amuse, mais en même temps qu'on met en jeu, qu'on met en circulation
différents effets de sens, ceux qu'on regarde et ceux qu'on entend. Mais alors il est aussi l'homme de son temps dans le sens où il a été le compagnon, ou alors plutôt des personnalités ont été ses compagnons de voyage. Je pense à Yves Montand, Simone Signoret, Alain Resnais, vous l'avez cité, Régis Debray qui a été son ami à son retour de Bolivie et du Chili. Quelle est la part d'influence de ces diverses personnalités? C'est-à-dire, est-ce que c'est Chris Marker qui était le guide de ces gens-là, qui l'amenait dans des aventures, ou est-ce qu'il était plutôt le suiveur? Chris Marker n'a été ni guide ni suiveur. C'est vraiment une figure autonome qui a construit les conditions d'une autonomie radicale toute sa vie. Après, il a été proche de gens. En fait, on a découvert en étudiant ces archives avec lesquelles nous avons travaillé comme commissaire de l'exposition, les archives qui sont déposées à la Cinémathèque française, l'immense étendue des gens qui connaissaient et qui très souvent ne se connaissaient pas entre eux ou ne savaient pas que les autres aussi fréquentaient Marker. Il y a eu des groupes un peu plus constitués. Il y a ce voyage maintenant devenu connu en Corée du Nord en 1958, auquel participe également Claude Lanzmann ou Armand Gatti, qui a été raconté par plusieurs et qui a donné pour Marker lieu non pas à un film mais à un livre qui s'appelle Coréenne. Il y a un cercle qui était autour d'Yves Montand, de Simone Signoret, et où il y avait Costa Gavras, où il y avait Georges Semprin, où il y avait ces gens-là qui ont réfléchi et qui sont à l'origine du film L'Aveu sur les procès de Prague, d'une grande part de l'activisme de soutien au Chili au moment du coup d'État de Pinochet, à propos duquel Marker va réaliser le film L'Ambassade, etc. Donc il y a des cercles, il a été proche aussi, puisque ses engagements se sont poursuivis jusqu'à des périodes plus récentes. Donc pendant les guerres en ex-Yougoslavie, il était à Sarajevo. On s'est retrouvés ensemble à Sarajevo pendant le siège auprès de ce qui s'appelait le Centre André Malraux, dont il a été un des soutiens importants. Et il a fait 3 films liés aux guerres dans les Balkans. Et il est encore dans la rue quand Le Pen arrive au 2e tour en 2002 pour filmer cette jeunesse et ces chats jaunes qui apparaissent dans les manifestations comme une sorte de réponse poétique. Et aussi critique des anciennes formes d'engagement, celles qui n'ont pas su empêcher l'arrivée de Le Pen au 2e tour des présidentielles. Donc il y a ces connexions, ces liens. Après, il connaissait des gens dans le monde entier et travaillant sur les archives de Marker et sur l'exposition, nous avons reçu des messages de gens, mais vraiment, quand on dit du monde entier, c'est incroyablement large, avec quelques pays particulièrement importants. Mais là, c'est cet homme de l'ombre, qui ne voulait pas être pris en photo, dont on n'existe pas d'image, qui a des multiples identités, qui s'identifie lui-même à Guillaume en Égypte, ce chat qu'on voit partout. C'est quand même curieux, ça a l'air d'être l'anonyme le plus connu du monde, c'est ça que vous nous dites. C'était exactement ce qu'il a dit lui-même. Je suis le cinéaste inconnu le plus célèbre du monde. C'est écrit même dans le petit film qu'on voit sur Internet, puisqu'il a aussi été, parmi ses nombreux aspects, ses nombreuses facettes, un explorateur des techniques et des technologies, y compris ce qu'on appelait les nouvelles technologies. Il a programmé les ordinateurs très tôt, il a utilisé les techniques successives pour inventer encore des nouvelles formes. Et quand il fait le DVD-ROM in-memory, par exemple, c'est proposer des formes de circulation entre le passé et le présent, entre le lointain et le proche, entre des idées politiques et des idées artistiques, selon d'autres moyens que le cinéma ou la littérature ne permettaient pas. Et donc, ça fait partie de cette cohérence par des renouvellements permanents. Mais alors, est-ce que finalement, cet artiste extraordinairement versatile, qui traverse toute la 2e moitié du siècle et le début du 21e siècle, c'est pas une terrible injustice qu'il soit oublié comme ça? Est-ce que cette exposition voulait rendre justice à cette œuvre qui finalement est assez majeure, d'après ce que vous nous dites, dans l'histoire récente du cinéma?
Je ne crois pas que Marker soit oublié. Je crois qu'il du grand public, au moins. Il n'a jamais été connu du grand public. C'est quelqu'un qui, les gens qui connaissent son travail, presque toujours lui vouent une admiration extrême. Il suscite immédiatement des engagements affectifs, artistiques, politiques extrêmement forts et qui créent des réseaux, là aussi très internationaux, mais qui sont limités. Et bien sûr, un des buts de cette exposition serait d'élargir autant que possible cette connaissance avec la certitude absolue que qui rencontrera Marker sera passionné et adorera. Bon, on va essayer de faire notre travail le mieux possible, mais celui qui a fait son boulot vraiment très bien, c'est Chris Marker. Alors vous-même, vous l'avez connu. Quel souvenir vous gardez de l'homme, Chris Marker ? Alors, Chris Marker, c'est quelqu'un qu'on rencontrait pratiquement toujours seul à seul, dans son studio, puisque là où il travaillait était aussi là où il habitait, qui était extrêmement concentré. On ne discutait pas s'il faisait beau ou s'il pleuvait ou si qu'est-ce que vous avez fait la veille au soir. Il avait des choses dont il voulait parler, qui lui tenaient à cœur, où il posait des questions. Il était extraordinairement curieux des autres, mais c'était jamais de la petite parole comme ça. Il avait cette culture gigantesque qui, encore une fois, était une culture aussi bien des bandes dessinées ou des trucs qui étaient à la une des journaux grand public que de parler d'un grand auteur russe du 19e siècle ou du cinéma d'Antonioni. Et il avait cette mobilité qui était extraordinairement stimulante, où quand ça s'arrêtait, on passait un peu de temps ensemble. Et il était un peu difficile c'était un homme très grand, un peu, peut-être pas effrayant, mais impressionnant en tout cas, qui parlait avec les mâchoires serrées. On n'en comprenait pas toujours très bien ce qu'il disait. Et il y avait une puissance magnétique incontestable et assez émouvante. Et chaque fois que la rencontre se terminait, après avoir bu soit un thé russe, soit un verre de vodka, il y avait les deux choses qu'on buvait chez lui, on se disait, oh là là, il y a toutes ces choses dont on n'a pas parlé et qui restaient encore on aurait aimé discuter avec lui, mais on apprenait énormément à chaque fois. Et l'humour était plus dans ce qu'il faisait que dans l'échange avec les hommes, puisqu'il avait par ailleurs une relation beaucoup plus chaleureuse et je pense, émotionnelle avec les femmes. Et avec les chats, qui sont importants dans son œuvre. Avec les chats, les animaux, bien sûr, les chats sont très importants. Il l'a dit, il l'a écrit. Il a été un grand collaborateur de la revue Esprit pendant les années 40 et début des années 50. Et dès cette époque, il écrit un texte magnifique qui s'appelle les chats aussi. Le chat aussi est une personne qui préfigure des choses très actuelles sur la manière dont on considère les non-humains à présent. Et il s'est intéressé au chat comme symbole ou comme représentant de ce qui n'obéit pas à l'autorité, de ce qui ne relève pas de la hiérarchie et du pouvoir, mais au-delà de ça, aux animaux et, j'ai envie de dire, au monde dans toutes ses dimensions. Il s'est intéressé à l'espace et au temps, il s'est intéressé au passé, aux statues, aux œuvres, mais en même temps aux choses les plus... un regard de femme sur un marché à Bissau a autant de valeur que celui de Mona Lisa, et c'est pas une phrase chez lui, c'est quelque chose qui devient extrêmement sensible. Il a été, oui. Et il y a cette égalité démocratique du rapport au monde, enfin, c'est ce côté horizontal de curiosité, d'attention, qui pour moi a un grand sens et une grande ressource pour faire ce qu'il a fait. Et la meilleure illustration, c'est peut-être cette collection Petite Planète, dont il a dirigé cette collection au Seuil, et qui présente un visage de femme pour tous les pays traversés par les auteurs qui ont travaillé pour lui. C'est quelque chose de très frappant et de très puissant, ça. La curiosité à la fois vis-à-vis des personnes et vis-à-vis des pays, vis-à-vis
de ce qu'on sent, c'est-à-dire c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on entend en marchant dans la rue. C'est une chanson que chantent les enfants sur un trottoir qui est tout au début d'un de ses tout premiers films, Dimanche à Pékin, aussi bien que de mêler à cette grande œuvre qui s'appelle L'héritage de la chouette, 13 émissions sur les influences de la pensée grecque dans notre monde contemporain, mais où on parle de démocratie, de mythologie, de philosophie, mais aussi bien de détails du quotidien à égalité, pour moi est très caractéristique du cinéma, ou même au-delà du cinéma, de l'œuvre de Chris Marker. Merci beaucoup Jean-Michel Frodon.